Je suis juste privilégié et c'est cette notion de privilège qui me fait aimer ceux qui ne sont pas privilégiés. Quelqu'un de senior pour moi dans le sport, c'est quelqu'un qui écrase tellement le sport, tellement sa discipline, qu'il n'a pas besoin d'en rajouter. Trop de consommation, donc en fait quand tu reviens à l'essentiel, eh bien, tu trouves ton équilibre dans quelque chose qui est simple, quoi. Voilà, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que tu es la résultante, non pas de ton génie ou de ton talent, mais que tu es la résultante d'un faisceau de choses qui, quelquefois et souvent d'ailleurs, t'échappent. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Monsieur Montel, bonjour. Oui. Salut Steven. Comment allez-vous ? Bah écoute, mieux ce serait intolérable. J'ai envie de dire ça tout le temps parce que en réalité, tu vois, aujourd'hui avec mon grand âge, chaque journée supplémentaire est un bonheur, tu vois. Donc quand je me lève le matin, je me dis putain, il y a encore une belle journée qui arrive. Et voilà. Donc j'ai pas le droit de me dire que je me sens pas bien et donc je me sens toujours bien, quoi. Mais t'arrêtes jamais, j'ai l'impression que t'as une vie encore plus animée que... Bah, écoute, j'ai jamais autant bossé que depuis que je bosse plus. Et c'est là que je m'aperçois qu'à la télé, j'en branlais pas une, si tu veux. Donc ça, les gens qui disent ouais putain les mecs à la télé vous faites pas grand chose, ces gens-là je les aimais pas beaucoup à la base et puis je m'aperçois qu'ils avaient raison en fait. On a une forme de privilège qui fait qu'on traverse la vie professionnelle sur notre petit nuage en faisant que des choses qui nous branchent. Et c'est une fois que tu n'es plus dans le truc, quoi, que tu t'aperçois ce que c'est que le boulot. Et c'est pour ça que les mecs qui disent la retraite à 60, je peux comprendre. Alors que moi, comme j'ai jamais bossé, je vois pas pourquoi je prendrais ma retraite. Donc je continue à bosser, si tant est que ce soit un travail. Tu la regrettes cette époque ? Oui, tu regrettes forcément parce que c'est l'enfance, c'est le rêve, ce sont des choses que tu fantasmes. Et une fois que tu as traversé tout ça, bah, tu t'aperçois que la réalité, elle est moins rose. C'est-à-dire que derrière le clinquant de la télé, derrière le vernis, bah, il y a des hommes et des femmes, il y a des petites vengeances, des petites haines, des petites amertumes qui font que lorsque tu as terminé ton chemin, bah, tu te dis merde, c'était pas si génial que ça, quoi. Mais globalement, il reste la passion. Et cette passion, cet amour des hommes et des femmes qui pratiquent le sport. Alors, peut-être pas le sport, mais en tout cas l'effort. Tous ces gens dans l'effort, aujourd'hui, me maintiennent en vie et me donnent toujours cette niaque incroyable à attaquer chaque journée, quoi. T'es heureux aujourd'hui ? Oui, je suis heureux. Je suis juste un peu floué par le temps qui passe. Je me dis, merde, j'ai encore 10 000 trucs à faire. Et quand je vois l'horloge qui avance, tu vois, je me dis, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Et c'est peut-être ça qui me bloque un peu, qui me freine un peu. Mais autrement, comment je pourrais me plaindre, quoi ? J'ai eu une vie de rêve, sans blague. Je veux dire, franchement, s'il fallait refaire, je referais pareil. Qu'est-ce que tu auras envie de faire ? Qu'est-ce qui te fait rêver ? Aujourd'hui, Ouais. c'est de faire un peu ce que tu fais. Je pense que j'aimerais bien avoir la pêche pour aller à la rencontre des gens, pour aller partager des choses avec des êtres humains de par le monde. Je souffre aujourd'hui beaucoup de la discrimination, du fait de dire, de mettre les gens dans des tiroirs, dans des cases, en fonction de leur âge, en fonction de leur statut professionnel, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, ça m'insupporte. Et j'ai envie d'aller vers les uns, vers les autres et d'ériger des passerelles et de faire en sorte de partager l'essentiel. Et l'essentiel, j'ai pas trouvé mieux que l'amour, moi. Donc, je sais pas si toi, tu as quelque chose de meilleur à me proposer, mais cet amour, moi, c'est ce qui me fait kiffer absolument. Et aujourd'hui, j'ai envie d'éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est discriminant, pour aller vers l'essentiel, vers le tronc commun. Et ce tronc commun, c'est pas à toi que je vais le dire, on le trouve dans l'effort. Parce que quand les gens fournissent un effort,
alors c'est la partie positive d'eux-mêmes qui émerge. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Mmh. Ouais, c'est fou qu'on ait ce truc-là. Je sais pas si c'est en Occident ou en France, qu'on ait besoin de ce truc-là. Et c'est des discussions que j'ai eues avec mon oncle et ma tante qui ont été agriculteurs. Maintenant, ils sont à la retraite, mais ils ont fait ça plus de 50 ans. Et évidemment, ils n'allaient pas faire leur footing le soir, mais ils étaient déjà habités par des... Bon, ça serait négatif de dire qu'ils étaient simples, mais ils avaient une vision simple de la vie et pas à se triturer le cerveau pour juste essayer d'être un peu apaisé et d'avoir... En fait, ils se posaient pas les mêmes questions et j'ai la même chose quand je voyage au Népal ou en Afrique ou un peu partout dans le monde. J'ai l'impression qu'on se prend beaucoup la tête. C'est drôle parce que hier, j'ai eu 2 invités très différentes et les 2, il y en avait une qui luttait contre les inégalités et une autre qui était complètement idéaliste du monde, etc., que je comprends fortement et qui se trouvait absolument heureuse, absolument apaisée en ayant passé beaucoup de temps en Inde. Et je trouve que je l'ai perdu, tu vois. En passant trop de temps en France et en Occident, on perd un peu cette flamme. Et oui, mais parce qu'on est toujours dans l'envie de l'autre, dans la comparaison avec l'autre, alors qu'en réalité, la vérité, c'est toi par rapport à toi-même. C'est pas d'aller chercher à savoir si l'autre, il a plus que toi, si l'autre, il est plus heureux que toi, etc. Moi, Mm. ta famille d'agriculteurs se posait pas ce genre de problème. Mm. En Afrique, on se pose pas ce genre de problème parce qu'il y a d'autres dangers qui guettent. Et nous, on est dans une forme de confort qui fait qu'en réalité, on envie toujours ce qu'a le voisin. Et j'ai compris ça, moi, à la télé, je veux dire, où j'avais toujours envie de bouffer un peu la part du gâteau de l'autre, en me disant, putain, lui, il commande ça et moi, je commande pas ça. Et en fait, c'est ridicule, quoi. En fait, c'est ridicule parce que l'équilibre, l'harmonie, tu la trouves dans, comme tu disais, entre guillemets, dans cette simplicité où tu te contentes des choses que tu as et tu t'aperçois que on est dans une société de trop de consommation. Donc, en fait, quand tu reviens à l'essentiel, eh bien, tu trouves ton équilibre dans quelque chose qui est simple, quoi. Mm. Ouais, parce que aussi on nous a donné le temps, ou en tous les cas, on nous met ce temps d'être spectateur. Quand tu es dans le mouvement, donc quand tu es acteur de ta vie, tu es dans le mouvement, notamment en voyage, je me pose pas toutes ces questions et mon esprit se clarifie forcément. Et j'ai l'impression que la prise de parole des gens qui sont des normal people, des gens de la vie de tous les jours, que tu interviews sur les courses, c'est toujours, c'est toi aussi qui inspire ça, mais c'est toujours des paroles singulières et touchantes. Moi, je pars du principe que tu cours pas par hasard. Tu pédales pas par hasard. Euh, je pense qu'il y a toujours une raison qui est plus ou moins cachée, plus ou moins avouée, plus ou moins consciente. Mais quand les mecs te disent, il y a un truc qui m'interroge toujours, c'est repousser mes limites. Et comment tu peux repousser tes limites puisque tu es limité? Tu peux pas aller au-delà de tes limites. Donc en réalité, c'est un argument, c'est un faux argument, comme le mec qui dit je cours pour le plaisir ou pour me dépasser. Mais dépasser quoi? Donc en réalité, derrière tout ça, il y a des raisons. Et ces raisons-là, elles se révèlent dans l'effort. Parce que quand tu es dans l'effort, il y a quelque chose qui se lâche au niveau de ton organisme et qui te permet d'avouer des trucs que tu n'aurais peut-être même pas avoué à des gens qui te sont proches. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de capturer ce moment où la personne va comprendre, te dire, avouer la raison pour laquelle elle court. Et cette raison pour laquelle elle court, elle est toujours extrêmement profonde parce elle remonte la plupart du temps à l'enfance. Et c'est ce qui nous unit, les êtres humains. Et moi, j'ai envie de partager. J'ai envie de pleurer souvent avec les personnes. Ça m'arrive très souvent de pleurer avec les gens parce que ils ont touché l'essentiel. Et cet essentiel-là, moi, il me touche. Il me va droit au cœur. Et là, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont des gens que j'ai envie d'embrasser, de prendre dans mes bras. Et c'est ce qui se passe. Et on est dans une société où prendre quelqu'un dans ses bras, aujourd'hui, a quelque chose de profondément obscène, de profondément inconvenant. On ne prend pas quelqu'un dans ses bras qu'on ne connaît pas, sauf quand il est dans l'effort et que l'échange
se résume à l'essentiel. Là, tu le prends C'est dans ta tes porte bras. d'entrée, quoi. C'est ta porte C'est d'entrée vers incroyable, l'amour. c'est incroyable, incroyable. Et notamment le rapport à l'autre sexe, qui aujourd'hui est extrêmement policé, extrêmement contrôlé. Eh bien, dans l'effort, il y a plus ça, quoi. Je veux dire, l'âge n'existe plus, le sexe n'existe plus. Il y a juste l'échange pur, complètement éthéré de deux personnes qui partagent un même moment d'amour. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Et que j'ai jamais connu à la télé, Et d'ailleurs. c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est parce que tu as eu ce manque avec... Bien sûr, avec les athlètes. Les athlètes de haut niveau, ils l'ont, ça, Mais ou non, ils l'ont... ouais, alors ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont, mais ils te le donnent jamais. Parce Toi, qu'ils sont au-dessus de toi? mais non, c'est parce Ouais. qu'ils sont contraints. Un athlète de haut niveau aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est hyper professionnalisé, qui a un entraîneur, qui dépend d'une fédé, qui dépend d'un club, qui dépend de sponsors, qui dépend d'un agent, qui dépend d'un avocat. Et tous ces gens-là, autour de lui, qui gravitent autour de lui, lui donnent des éléments de langage en disant, tu sais, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas montrer que tu es faible, il ne faut pas montrer que tu peux éventuellement craquer, etc. Tu dois avoir tel élément de langage, parce qu'autrement, ton contrat risque d'être remis en question. Et donc, ces gens-là, qui sont des gamins, ils ont entre 20 et 30 ans en règle générale, eh bien, ils sont contraints, ils sont soumis à tout ça. Et tout ce qui est de l'ordre de l'intime, tout ce qui est de l'ordre de l'essentiel, ils vont l'enfouir au fond d'eux-mêmes. Et le rapport que tu as avec eux, bah, ça ne sera jamais qu'un rapport de surface. Donc, en fait, moi, tous les rapports que j'ai eus avec des athlètes de haut niveau se sont résumés, plus ou moins, à des rapports de surface. Et aujourd'hui que je suis sur les sentiers, sur le bitume, au contact de monsieur et madame tout le monde, eh bien, tout ça, ça saute. Et ce qui m'apporte, je leur dis souvent, parce qu'ils me disent, ouais, vous êtes formidables et tout, c'est sympa de nous intéresser à nous. Mais je leur dis, non, c'est vous qui m'apportez des choses, c'est vous qui me maintenez en vie, parce que vous m'apportez des choses que ni Marie-Josée Pérec, que j'ai adorée, ni Usain Bolt ne m'ont apporté. C'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi Marie-Jo, elle a réalisé cette carrière exceptionnelle? Pourquoi Usain, il a réalisé cette carrière? C'est pas parce qu'ils avaient du talent, bien sûr, mais c'est pas parce qu'ils se sont entraînés durement. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il y avait autre chose derrière. Il y avait autre chose qui remonte bien plus loin que ça. Et ça, je ne l'ai jamais su, tu vois, même si je l'ai un peu subodoré chez Marie-Jo, parce qu'au fur et à mesure, bien sûr, tu commences à rentrer dans l'intimité des gens. Mais ça, c'est extrêmement frustrant, tu vois. Et quand tu regardes une interview, quand tu écoutes une interview, même en profondeur, tu restes sur ta faim, quoi. Parce que le mec, il est sur la défensive, parce qu'il ne peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça, alors il remet en cause plein de choses. Ah ouais, il y a deux, trois moments, ouais, où j'ai déjà vu sur les pistes d'athlée où je t'ai vu en colère. Mais je vois quand même 2-3 sorties de route. Je ne sais pas sur les Jeux de Paris s'il y a eu ça, mais il y a souvent des mecs sur des relais qui sont loupés ou qui étaient en colère, ou des sprinters. Il y a souvent quand même 2-3 personnes en colère, ce qui n'arrive très rarement en vélo, par exemple, ou les interviews d'après-tour, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi ? Bah parce que... par exemple, j'adore Romain Bardet. J'adore Romain, bon, très, très, très bien éduqué, très brillant. Mais j'avais l'impression qu'il me racontait toujours la même chose. Toujours la même chose. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de Romain et ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Et c'est drôle parce qu'il y a un psy d'une fédé qui a même gagné des médailles aux Jeux Olympiques à Paris et avant. Il m'a dit ça avant ou après les Jeux Olympiques de Rio, avant Rio. M'a dit, Steven, je m'occupais de la com d'une fédé, m'a dit, il faut que tu baisses ton niveau émotionnel. Mais c'est difficile quand même de baisser ton niveau émotionnel quand tu t'occupes d'athlètes. Mais à quoi bon? Moi, j'ai envie de lui dire, à quoi bon? Alors, il y a plein de gens qui crachent sur l'émotion, mais putain, mais une vie sans émotion. Mais c'est la vie, à en quoi fait. bon? À quoi bon? L'amour, je veux dire, à quoi rire, bon? pleurer, tomber. Mais bien sûr, je sais pas, moi, l'émotion pour moi, c'est primordial d'arriver à transmettre ça. Après, il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui pleurent sur commande.
Les athlètes? Oui, Ah ouais? bien sûr. Bon, je ne vais pas te citer le nom parce que Ouais. je vais encore me mettre en Ouais. difficulté, mais il y a un mec qui est champion du monde de Mmh. pleurer sur commande. Mmh. Mais quand tu le connais un peu, tu t'aperçois que c'est bidon. C'est un peu triste de pleurer sur commande, mais moi j'adore les gens qui pleurent, quoi. J'adore les gens qui pleurent et au début, quand un mec, ou une nana pleure sur commande, je me fais forcément avoir. Je me fais avoir parce que pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose, le fait de pleurer, tu vois? Mmh. Il y en a qui détestent, là je parle de moi, qui détestent me suivre pour ça. Parce que je suis on m'a dit ça au Rock d'Azur d'ailleurs, un ambassadeur de ma marque de vélo qui m'a dit, et son movie maker m'a dit: «Oh ça va la pleureuse?» Ouais. Parce que je suis l'aventurier, Mmh. alors Oui, mais testostéroné. comme si un aventurier n'avait pas le droit Tu de pas le droit, pleurer. tu pas le droit. Ouais, Alors j'ai pas putain. le droit, je dois être un super-héros et je trouve ça dommage et en plus maintenant j'y pense. Alors parfois et souvent je me retiens. Tu vois? Par exemple, là en Afghanistan, j'ai eu très peur et je craquais tous les jours. Mais pas parce que j'avais peur, parce que je voyais le monde, tu vois? Et je voyais le monde et la chance que j'avais et la malchance qu'avaient ces gens, tu vois? Des D'être pe né au mauvais endroit au Voilà, mauvais moment. exactement, Ouais. et je m'en voulais d'être né là où j'étais Bah, tu pas à t'en et vouloir de d'être né au vivre. bon moment, au bon endroit. Bah Tu si, parce juste que je passais, j'étais et je faisais semblant d'une certaine manière que c'était mes amis, parce que tu prends ton téléphone et à un moment, j'ai arrêté de le sortir parce que j'avais juste envie de vivre ces moments et de pas les gâcher, quoi. À part les gamins où c'était très drôle, eux, ils étaient au début, bah, ils regardent la marque de ton téléphone, iPhone, et puis au bout d'un moment, c'est plus, ils regardent ton vélo, la marque de ton vélo, et puis au bout d'un moment, ils demandent qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, et c'est ce que tu fais en fait. Et moi, je peux témoigner sincèrement, je t'ai vu et très ému sur un trail que j'ai fait l'an passé dans le désert, et ce qui m'intéressait dans cette course, c'était de rencontrer des gens, mais je pensais pas que, que je serais touché par toi en train de faire des interviews de gens, encore une fois, normaux. Et ils font c'était, des choses extraordinaires. et c'était incroyable, oui, Tu sais, là, tu étais évidemment. pas là cette année, mais Tu es aussi passionné par les El Morabiti que par des gens qui sont à l'arrière du peloton, plus par l'arrière. par l'arrière, Plus ouais. par l'arrière. Là, tu étais pas là cette année, mais sur ce même trail, Mm. j'ai rencontré cette dame de 75 ans qui porte dans son sac à dos les cendres de sa fille. Ouah, Et tu vois, rien d'y incroyable. penser déjà, ça Mm. me... Et parce que sa fille unique qu'elle a perdue, et elle dit, je l'emmène partout avec moi maintenant dans les déserts du monde. Elle est passionnée par le désert. Bien, tu vois, cette femme, euh, elle me donne une pêche absolument incroyable, quoi. Et je pense tout le temps à elle. Je pense tout le temps à elle et à cette résilience absolument dingue qui, qui est permis par l'effort, qui est permis par l'effort et qui est permis par cette soif de vivre et en même temps de se souvenir. Parce que je crois que c'est hyper important. Aujourd'hui, je pense que on a tendance à oublier d'où on vient. Tu parlais du bon endroit au bon moment et on juge les gens aujourd'hui sur des bêtises, alors qu'en fait, on doit juger des gens sur l'endroit d'où ils viennent, sur ce qu'ils ont vécu. Quand un mec à la télé a osé dire, un confrère entre guillemets, a osé dire, il faut les renvoyer dans la Méditerranée, tu vois, il faut rejeter les mecs dans la... Mais putain, mais je peux pas, quoi. Je peux pas imaginer qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Si toi, t'es né au bon endroit au bon moment, ferme ta gueule, quoi. Mm. Mais va pas dire, il faut rejeter les mecs à la mer, quoi. Mais c'est invraisemblable. Et aujourd'hui, ça se dit. Tu comprends ça? Mm. Ça se dit, Ça se normalise ça même. se normalise, Mm. ça s'assume. Et t'as des mecs qui disent, bah oui, ils ont rien à faire chez nous, qui se cassent, quoi. Mm. Alors, s'ils veulent pas prendre l'avion, bah, qui retournent dans leur... Tu vois? Mm. Et ça me tue, quoi. Et ces gens-là, peut-être qu'ils pratiquent du sport, peut-être. Mais quand ils sont dans l'effort, ils disent jamais ça. Ils disent jamais ça. Parce que quand tu souffres, que tu sois sur ton vélo, ou que tu sois en course à pied, et que tu as un black à côté de toi, et que tu n'en as rien à branler qu'il soit black, tu t'en fous. Tu es juste en train de partager un moment de sueur, de larmes, de sang, et plus rien n'a d'importance. Et ben moi, c'est ça que je cherche aujourd'hui. Je ne pense pas que l'humanité soit fondamentalement bonne. Je pense que chacun d'entre nous a des choses crades et a des choses magnifiques. Et moi, ce qui m'intéresse dans le temps qui me reste à vivre, ce sont ces choses magnifiques. Les choses crades, j'ai plus envie... Je les ai trop vues, en fait. Je les ai trop vues, les petits
les petits arrangements, les petites magouilles. Tu connais ça, les petites magouilles, je veux dire, les petites tricheries, les petites veuleries. Non, j'ai donné, hein, je suis pas, attention, hein, je suis pas un saint. J'ai mis aussi la main dans le pot de confiture. Hein, j'assume. De plus en plus mal, mais j'assume. Mais aujourd'hui, je cherche plus ça. Ouais, tu cherches moins ce qui brille, en tous les cas, Non, en apparence. mais je m'en fous. Tu cherches ce qui brille à l'intérieur. Je m'en fous, je veux dire. Moi les événements que j'ai vécus, personne ne me les enlèvera. Les commentaires que j'ai eu le privilège de faire, les paroles que j'ai amenées sur des compositions musicales absolument somptueuses, je les garde à tout jamais. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Tu vois, j'ai commenté l'arrivée des M8 au championnat de France de cross à Carhaix. J'étais tout seul sur la ligne d'arrivée. Tout le monde n'en avait rien à foutre de deux dames de presque 80 ans qui luttaient pour franchir chacune la ligne d'arrivée en premier. Putain, j'ai pris autant de kiff, peut-être plus, que lorsque j'ai commenté le 100 mètres du Usain Bolt à Berlin, tu vois. Ouais, c'est magnifique. Je t'en ai parlé juste avant en off parce que ces moments-là me touchent. Ces moments-là me touchent parce que c'est au-delà de personne les regarde, c'est pas filmé et tout ça. Elles ont au-delà de encore, mais elles ont cette passion, cette flamme, comme un gosse de 10 ans, des fois pire. Hein, des fois pire. Elles sont, bien sûr, bien sûr. Et elles se prennent dans les bras. Après, elles sont adossées. Enfin, au début, elles s'accrochent à la barrière, et puis après, tu les vois se prendre dans les bras. Putain. Parce que ce que t'as pas dit, je crois que tu le dis pas dans le réel, mais tu me l'as dit juste avant, c'est qu'il y en a une qui n'avait jamais battu l'autre. Elle n'avait jamais battu l'autre. Moi, je ne le savais pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que je ne savais pas. Mais elle me dit, mais je ne l'ai jamais battue. Mais c'est la première fois que je la tape. Et l'autre, elle était là avec ses cheveux blancs, etc. Elle dit, ouais, d'habitude, c'est moi qui gagne. Mais ça ne les empêchait pas de s'étreindre, tu vois. C'est ça l'idée. Parce qu'en fait, l'adversaire, c'est juste toi-même, quoi. Et ces dames de 80 ans qui ont donné l'envie, le goût du sport à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ces dames sont retombées en enfance, ce sont des enfants. Et qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire et émouvant que d'être un enfant, quoi. Je veux dire, moi, je suis un enfant et toi aussi. Le sport amène ça, amène le jeu. Et le cross, j'en ai jamais fait, mais mon papa en faisait en Bretagne. Et ma mère est originaire et vit d'ailleurs à Melcarré, donc collé à Carhaix. Je connais bien, je suis passé. Donc ça m'a touché parce que j'ai vu Carhaix. J'étais intéressé aussi par la performance d'athlètes que je connaissais, notamment Léonie Perriot et d'autres. Ouais. Mais je trouve que c'est un jeu, c'est un peu comme le cyclocross, hein, en vélo, ça reste un jeu, ça dure pas super longtemps, mais c'est hyper intense. Alors, c'est un jeu, puis c'est une école de vie surtout. Ouais. C'est une école de vie parce que le mec qui n'a jamais couru de cross peut pas comprendre ce que c'est, peut pas comprendre le plaisir qu'on prend à cette boue qui colle aux pointes, à ces souffles conjugués et tout. Il y a quand même un truc qui m'a bien fait chier quand même, dont j'ai jamais parlé encore, mais donc je vais profiter d'être avec toi pour le dire. C'est que sur le cross long des femmes, il y a une Kenyane qui s'appelle Immaculée Jepkosgei qui a survolé la course. Tu parlais de Léonie Perriot, elle lui a mis plus d'une minute, tu vois, sur un truc, tu vois. Eh bien, cette femme est devenue invisible. Plus personne s'est intéressé à elle. La caméra qui filmait le cross long femme a lâché très vite la Kenyane pour aller suivre la bataille des Françaises. Et cette Kenyane, qui s'est retrouvée donc devant tout le monde, mais avec une classe absolument incroyable, et tu sais, toujours cette humilité qui colle à la peau des Africains, et particulièrement aussi des Africaines, tu vois, elle a fait son cavalier seule, elle a franchi la ligne d'arrivée, personne n'est venu vers elle, et puis elle a disparu comme ça, elle est repartie comme ça, et tout le monde s'est focalisé 1 minute ou 1 minute 30 plus tard sur le sprint des Françaises, en fait, et sur la 2e place. Et cette fille qui, moi, m'avait ébloui par sa classe, personne n'en a parlé. Mais c'était le championnat de France ? Alors, c'était les championnats de France, mais cette Kenyane était licenciée dans un club français. Ah ouais. Et par conséquent, elle représentait son club. Et donc, elle avait le droit de courir, si tu veux. Mais elle n'intéressait personne. Ah ouais. Donc, tu as le droit, oui, Parce que tu es licencié dans un club français, tu vois.
Ouais, ouais, il y a pas ça en vélo, on n'a pas ça, ouais. Tu peux pas Tu peux pas faire les championnats de tu peux France pas si faire les championnats de mais France bon, si tu je pas me suis dit: «Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit française ou pas? mmh. C'est juste Oui, un c'est les être règles, humain, bah, elle a c'est la respecté les règle, elle règles. respecte Elle a les règles respecté les règles. et elle gagne et la moindre des choses, c'est de saluer sa victoire», tu vois? Et moi, j'étais je sais pas, je l'ai vue, elle s'est signée sur la ligne et tout, puis elle est partie toute petite, toute frêle et puis voilà, c'est ouais, elle a disparu comme ça, quoi, tu vois? Quand est-ce que tu commandes du vélo? Bah, j'ai toujours voulu, moi, commenter du vélo et je t'ai pas raconté cette histoire, elle est extraordinaire. C'est que, dans les années 80, je sais plus exactement, c'est 80, bah, je sais plus exactement, je vais dire des conneries, mais, c'est l'arrivée à Saint-Étienne, ce jour-là, Robert Chapat, qui commente le vélo, sur Antenne 2 avec Jacques Anquetil, il lui arrive un problème, de santé, à Robert, et il est évacué sur l'hôpital. Et moi, je suis le seul sur la ligne d'arrivée présent, puisque je prépare le magazine du soir. Et le réalisateur arrive en panique et il me dit Montel, Montel, il faut que tu commentes, il n'y a personne pour commenter. Et donc, d'un seul coup, je me retrouve aux commentaires avec Jacques Anquetil, tu vois, Jacques Anquetil. Énorme. Tu vois, je vais te dire, j'en ai rencontré des sportifs de haut niveau, tu vois. J'en ai vraiment côtoyé. Mais le number one, c'est Jacques Anquetil. Ah ouais? Bah, c'est un seigneur. Mmh. Et le mec, j'arrive, je m'assois à côté de Jacques. J'avais jamais commenté de vélo de ma vie, tu vois. Et la passion m'emporte. Et je me retrouve, mais vraiment comme chez moi, quoi, comme dans mon salon. Et Jacques était d'une gentillesse incroyable. Et on fait tout de suite, d'entrée de jeu, je pense, un très beau duo. Et puis j'étais là, je voyais la ligne d'arrivée, le cours Foriel qui arrivait, tu vois. Mmh. Et j'étais excité comme une puce et tout. C'était un Espagnol qui était en tête, qui allait gagner détaché, je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, peu importe. Mmh. Et alors que j'allais commenter, il y a un confrère qui arrive sur sa moto avec son casque encore transpirant, etc. Et il me dit Barre-toi, c'est moi qui commente l'arrivée. Le patron a dit que c'était moi qui commentais l'arrivée. Est-ce qu'il lui a dit ou pas? Je ne le saurais jamais parce que j'étais tellement honteux que je n'ai pas enquêté là-dessus. Toujours est-il que le mec, il m'a chopé. Il m'a viré du commentaire, il a pris ma place pour commenter le direct. Ah oui, la réalité de Et là, l'atelier. j'ai compris la cruauté, j'ai Ouais. compris la violence, j'ai compris la méchanceté. Et sur le coup, j'avoue que j'ai pas eu de réaction, mais je me suis dit, putain, c'est ça la vie? C'est pour ça que tu bosses, mec? C'est pour ce genre de... Bah non, j'ai plus envie de connaître ça, tu vois. Et j'ai commenté donc et j'ai retrouvé la vidéo, tu vois? J'ai retrouvé Mmh. le truc, tu vois? Mmh. Et ça m'a ému parce qu'il y avait Jacques, quoi, et je j'ai jamais discuté avec Jacques après, mais je pense qu'il a dû très mal vivre cette passation de Mmh. témoin. Ça existe encore les seniors, tu penses? Les seniors, Les ouais. seniors, Les ce que seniors tu appelles dans le sport, ouais, parce que tu parles de senior et c'est un mot qui m'a toujours touché parce que, bah, il n'existe plus dans notre Non, langage. non. Mais moi, ça m'a toujours Tu en touché connais, toi, un senior aujourd'hui? Bah, j'ai eu écho ou j'ai vu des gens qui avaient cette espèce de beauté dans une espèce de gentillesse. Alors, je sais jamais, hier, par exemple, j'ai eu 2 filles et je sais pas si elles étaient de ce truc-là, mais une espèce de ouais, je te donnerai ma vie, quoi. Je donnerai ma vie pour toi. Et en fait, je connais ça, par exemple, avec ma compagne Daria, qui dit toujours ça, c'est je donnerai ma vie pour toi. Et Oui, pour mais moi, ça, un c'est pas senior, ça, un c'est ça. senior. Pour moi, c'est pas ça, un C'est senior. quelqu'un de généreux. Oui, mais on peut être généreux et pas être seigneur. Quelqu'un Ok. de seigneur, pour moi, dans le sport, c'est quelqu'un qui écrase tellement le sport, tellement sa discipline, qu'il n'a pas besoin d'en rajouter. Hmm. Qu'il n'a pas besoin de t'écraser, toi. Alors, tu me parlais de seigneur, je réfléchissais. J'en ai connu 2 autres, tu vois. Et pas en athlétisme, tu vois. J'ai connu Eric Tabarly, tu vois. Ah ouais. Et lui, c'était un seigneur. Hmm. Lui, c'était un seigneur parce qu'il parlait jamais. Et quand il ouvrait la bouche, tu fermais ta gueule. Tu vois. Bon, ça, c'est un seigneur. Et puis l'autre seigneur que j'ai rencontré, c'est Nadal. Nadal, ouais, c'est pareil. Je vais te dire, c'est le mec, t'invitais Nadal à Stade 2, t'avais l'impression que c'était nobody, quoi. Le mec, il était tellement, tellement humble qu'il n'avait pas besoin, il n'avait rien besoin de dire. Je veux dire, son palmarès parlait pour lui et sa gentillesse parlait pour lui. Donc, quelqu'un qui est seigneur dans le sport, c'est quelqu'un qui pourrait se la péter. C'est quelqu'un qui pourrait être écrasé par sa suffisance, mais qui en réalité est tellement au-dessus de tout ça
que ça lui vient même pas à l'idée. Pour moi, c'est ça un seigneur. J'ai ça avec une personne, mais qui est pas un garçon, qui est une fille, qui s'appelle Ophélie David, que Ouais, tu dois ouais, je connaître. connais, ouais. Et Ophé, enfin, j'ai toujours ressenti ça chez elle, parce qu'elle a quand même gagné des choses. Hein. J'en ai vu des gens, Bien sûr. beaucoup moins que toi, qui ont gagné beaucoup de choses, mais elle a toujours ce truc de s'excuser de tout. Ouais. Et ouais, je trouve ça beau. Après, je pense qu'il y a beaucoup ça chez les navigateurs, Bien sûr. qui font des trucs quand même, Bah, traverser bien sûr. l'Atlantique. À qui sont un partir du petit moment où tu bateau. flirtes avec la mort Ouais. en permanence, l'humilité, tu es un peu obligé quand même, tu vois. Mais enfin, Tabarly, j'ai jamais vu d'équivalent, tu vois. J'ai jamais vu d'équivalent parce que moi, j'ai passé 10 jours avec lui et j'ai eu ce privilège énorme et je crois qu'il a dû parler 2 fois, tu vois. Mais quand il a parlé, j'ai écouté, tu vois. C'est Tabarly qui t'a le plus impressionné dans tous les sportifs que tu as eus ou... Avec Jacques. Ouais. Ouais. Jacques, parce que. Alors, je l'ai jamais vu, mais le problème du vélo, ce qui est fascinant dans le vélo, ce sont les. Et comme dans la voile d'ailleurs, ce sont les histoires qu'on raconte. Et moi, j'ai eu la chance de. J'ai fait 5 Tours de France, donc j'ai eu la chance de côtoyer Blondin, de côtoyer Chani, de côtoyer des gens de cette engeance, de ce talent de plume et de narration, Robert Chapat. Et il racontait que Jacques Anquetil était capable de descendre à 2 ou 3 heures du mat, rejoindre les mecs au bar et offrir le champagne à tout le monde. Et le lendemain, de gagner l'étape, etc. Et gagner le maillot jaune. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours fait rêver. C'est Don Quichotte, ces gens qui étaient capables de transgresser les règles et qui, le lendemain, étaient capables de mettre tout le monde d'accord par leur classe, par leur talent, tu vois. Et j'ai toujours été plus Anquetil que Poulidor. J'ai toujours été plus Beatles que Stones. Chacun son truc, quoi. Je veux dire, après, je comprends. Raymond Poulidor, je l'ai aussi bien connu, mais il m'a jamais fasciné comme Jacques. Et Bernard Hinault? Alors, j'aime pas du tout. C'est vrai? Non, j'aime pas du tout parce qu'il donne des leçons à tout le monde. Et moi, j'aime pas les donneurs de leçons. Donc, je pense que chacun est comme il est. Et c'est bien comme ça. Donc, Après, pour l'avoir vu en intime... Après, attends, il m'a impressionné. Il faut quand même que je dise la vérité. Il est pas exactement comme... Moi, j'ai passé du temps avec lui. J'ai fait un tournage avec lui et on a fait du vélo ensemble. Et bon... On n'a plus le même âge, du coup, maintenant je suis un petit peu plus fort que lui. Ça l'énervait un peu parce qu'il est comme un gosse. Il gueule toujours aussi fort sur les bagnoles et les automobilistes, mais il m'a raconté des histoires comme toi, tu m'en racontes, avec une sincérité, une douceur, en me parlant de légende du sport. Hein. J'étais reculé sur mon siège. Bien sûr. Et en me parlant de gens, de Tapi et des mecs comme ça, bon, pour lui, je pense que Tapi était un seigneur. Est-ce qu'il t'a dit la vérité sur Tapi? C'est ça la question. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il a... Est-ce qu'il t'a dit la vérité sur les mônes et tout ça? Il avait une douceur. Alors, en tout cas, il y a un truc que je dois lui reconnaître, en dehors de son talent qui est absolument exceptionnel, et de sa volonté terrible de gagner, y compris d'ailleurs... Enfin bon. Mais... moi, je l'ai vu laver son maillot, tu vois. Tu as des mecs encore qui, dans la chambre d'hôtel le soir, lavent leur maillot. Moi, j'ai vu Bernard Hinault laver son maillot. Et le mec, c'était le blaireau, c'était le taulier du peloton, et le soir, il lavait son truc à la main, tu vois. Alors ça, je dois dire, respect, tu vois. Ouais, il m'en a raconté comme ça des anecdotes où il allait retrouver sa femme, il l'exigeait, il avait dit à Tapi, je rentre dormir chez moi parce que c'était départ du Tour de Bretagne, et je dors avec ma femme, et il voulait dormir chez lui, et il dit, laisse-moi faire Tapi, c'est moi qui gagnerai le prologue. Et il m'avait raconté, il avait demandé à sa femme d'ouvrir une boîte de foie gras, il avait mangé la moitié, il avait gardé la moitié pour le soir du chrono, et la moitié d'une bouteille de blanc. Et il dit, je l'ai gagné le chrono, tu vois, je lui avais dit à Tapi, et il te parle de ça, mais comme un môme de 12 ans. Non, moi, si tu veux, c'est sur où je suis un peu en... Sur les nouvelles générations. Ouais, puis sur le dopage, parce que je veux dire, bon, c'était... Enfin, moi, j'ai toujours été, comment dire, frappé par le fait que toute la caravane parlait de dopage, de mecs qui étaient des chaudières, etc. C'était le terme à l'époque, chaudière. Bien sûr. Et qu'en réalité, tout le monde était dans le déni, dans le mensonge, etc. Alors,
Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde se chargeait, bien sûr que non, mais le dopage était quand même consubstantiel au sport de haut niveau, pas seulement dans le cyclisme, mais aussi dans le cyclisme. Et Bernard Hinault a toujours été très virulent par rapport à ça, tu vois, en disant oui, si vous dites ça, c'est parce que vous n'êtes pas bon, quoi. Bon, c'est un peu réducteur quand même. Ouais, et puis il y a eu cette époque, je pense que c'est le plus gros scandale sur le dopage, je dirais pas au niveau mondial du sport, mais Armstrong, où tout le monde Ben voilà, l'encensait pendant 10 ans, bien et puis sûr. après, c'était la pire Alors, merde est-ce du qu'on monde. l'encensait Hmm. ou est-ce qu'on savait et on ferme notre gueule? C'est ça la question, tu vois. Moi, j'en veux beaucoup à... Alors après, c'est difficile, mais je veux dire, il y a une forme de complicité des médias parce qu'il y a des choses dont on a connaissance, mais qu'on met sous la couverture, soit parce que tu peux pas dire les choses si tu n'as pas de preuves, ou soit parce que un spectacle, ça se gâche pas. Tu payes des droits très chers pour retransmettre telle ou telle compétition, donc toutes les choses sont pas bonnes à dire, quoi. Tu Ouais. vois, ouais. Et puis, ouais, tu payes des droits, et puis la chaîne est rattachée à l'organisation, Bien qui sûr, est bien rattachée sûr, à l'Union bien cycliste sûr, internationale. bien sûr. Et encore aujourd'hui, tu vois, une équipe comme UAE qui déclare pas de budget, donc ils ont un budget qui est, on va dire, sur le papier illimité. Là, G2R mondial, ils ont annoncé 40 millions d'euros. Déjà, avec 40 millions d'euros, tu peux monter une belle petite boîte. Si on monte un petit truc de vidéo tous les deux, on peut faire quelques petits tournages. Mais je pense que les gens, en fait, les gens ont absolument envie de rêver, besoin de rêver. Donc, on leur sert un peu la soupe comme à Rome. Et bon, quand faut tuer le gars, Ouais, c'est ça. le gars au centre, on l'achève. Laissez-nous rêver. Mais moi, ça me dérange pas, ça, si tu veux, laissez-nous rêver. Après tout, oui, pourquoi pas. Moi, ce qui me fait chier, c'est que le mec, il met sa santé en danger, tu vois, et que c'est un gamin. Et que derrière, il y a plein de vampires qui profitent de ça. C'est ça qui m'ennuie. Moi, j'ai des histoires incroyables. Bon, pareil, je connais un mec qui a vécu toute sa vie de la dope. Et il envoyait ses gamins qui avaient 10-12 ans sur le Giro, tu vois, faire la tournée des pioles avec leur sac à dos. Et il y avait la cam qui était dedans. Et les gamins, ils passaient tous les contrôles parce qu'un enfant, c'est pas, on ne peut pas suspecter un enfant, tu vois. Et les enfants ne savaient même pas ce qu'il y avait dans le sac à dos, tu vois. Et le père les manipulait à distance, tu vois. Bon, toutes ces saloperies, elles existent. Ça ne veut pas dire que tout le monde y a recours, bien sûr. Mais bon, moi, je connais aussi un célèbre Toubib, tu vois, dont je tairai le nom également, qui, lorsque les coursiers venaient le voir pour se retaper un peu, tu vois, disait « Mais regarde, moi, j'ai mis toute mon entrée, elle est en marbre. » Ah bon, pourquoi elle est en marbre? Pour que tu marches sur le pognon que tu m'as filé, quoi. Donc, tu vois, donc il y a tout ça. Ça, ce sont des réalités que j'ai côtoyées et que j'ai plus envie de voir aujourd'hui. J'ai plus envie de ça. Et c'est pour ça que l'hyper-compétition, aujourd'hui, me gêne un peu. C'est pour ça que je préfère aujourd'hui des choses humainement plus accessibles, quoi. Et je mets encore une fois, que ça existe dans l'athlète, enfin dans le trail et tout ça, il y a les mêmes. Non, mais ça va. À partir, la corrélation, elle n'est pas avec l'effort. Hein. L'argent. La corrélation avec le pognon. Enfin, si tu mets du pognon, plus tu mets de l'argent et plus le risque est inhérent. Voilà, je veux dire, mais le trail y échappera pas parce que le trail va devenir quelque chose de plus en plus rentable. Et forcément, il y aura une tentation qui va aller avec. Mais encore aujourd'hui, quand je vais sur, tu vois, les chemins de France à Carhaix, il n'y a rien à gagner. Hein. Les mecs, il n'y a rien à gagner. Donc là, j'ai pas d'inquiétude, tu vois. Et quand tu vois comment ils se défoncent, comment ils arrivent complètement déchirés sur la ligne d'arrivée, t'as pas de doute là-dessus, quoi. Je veux dire. Et cette fraîcheur-là, moi, ça me donne de l'énergie. Mais autrement, quand tu as des automates qui arrivent, des mecs qui franchissent la ligne d'arrivée, que ce soit à pied, à vélo, ou à cheval, ou ce que tu veux, et qui respirent même pas, il n'y a même pas de ventilation,
Bah ouais, tu te poses quand même des questions. Ouais, sans aucune émotion et Ouais, ouais, ouais. sans aucun sentiment de tout, en total contrôle. Ouais, Après, après, je reconnais que le vélo, le vélo, ils en prennent plein la gueule, alors qu'il mmh, y a d'autres sports qui passent inaperçus. ouais, Ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas une excuse. notamment des sports collectifs. De collectif et puis même des sports dont on soupçonne pas la possibilité de se Mmh, doper, je veux dire, mmh, et qui pourtant n'échappent pas à la règle. Donc, mmh, la meilleure manière, c'est de se dégager de l'hyper-professionnalisation mmh. et de revenir aux sources, c'est-à-dire au moment où le souffle, la seule importance, c'est le souffle, quoi. C'est de sentir ton corps, quoi. Et ça, t'as pas besoin de battre le record du monde pour ça, quoi. Mmh. Et ouais, pour toi, c'est un réservoir inépuisable, je pense, Ouais, infini d'émotions, de d'émotions, gens. exactement. C'est exactement ça. Et Parce que moi, là, tu t'en fais combien par an? Tu te fais. je fais toutes les semaines. Putain. Mais moi, je suis un voleur d'émotions. Je suis un escroc. Tu vois, on parlait d'escroquerie. Moi, je suis un escroc, quoi. Je suis un escroc parce que j'ai jamais été sportif de haut niveau et même sportif tout court. Je cours, mais très mal. Mais je vole l'émotion à ceux qui eux, ont un certain niveau, quoi. Et ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont contents, ils disent: «Ah putain, c'est le mec de la télé qui vient m'interroger et cetera, j'ai été interrogé par machin, c'est génial». Mais en réalité, c'est moi qui leur ai volé leur truc et ils portent jamais plainte, tu vois? Mmh. Donc je suis toujours en cavale. Ouais, mais je t'ai dit un truc dans les 5 premières secondes où on s'est vu aujourd'hui. Je t'ai dit que c'était ta zone de génie. Tu n'aimes pas ce mot, Mais mais non, j'aime pas le mot génie parce que l'escroquerie, c'est toujours de profiter des gens, quoi. Donc, moi, je profite des gens. J'ai jamais rien créé. J'ai pas trouvé le vaccin contre le cancer ni contre le sida. J'ai aucun mérite. La seule chose que je fais, c'est que je vends du vent. Et le vent, il n'y a pas plus volatile que non, le tu vent. vends des émotions, tu crées des Non, émotions. je vole les émotions de gens Mmh. et je m'en sers pour Ah, mais fabriquer du vent. quand tu commentes ta voix, pourquoi les gens te connaissent? Parce que tu as eu des moments d'extase, des Non, moments de non. passion. T'étais pas Pourquoi dans les le gens me... Non, non. tu dans le jeu? Mais non, mais pourquoi les gens me connaissent? Ils me connaissent parce que France Télévisions, qui m'a hébergé, a payé les droits de l'athlétisme pendant 33 ans. Ce qui fait que pendant 33 ans, le mec qui commentait l'athlé, c'était moi. Mmh. Donc, c'est comme si tu te tapais Aznavour pendant 33 ans. Au bout d'un certain temps, la voix d'Aznavour, tu connais, tu vois. Mmh. Alors, Aznavour avait un talent que moi, j'ai pas, mais moi, j'ai profité du fait que ma boîte paye suffisamment d'argent pour que je puisse bosser. Parce qu'il aurait suffi que ça soit TF1 qui rachète les droits de l'athlé, et puis on n'aurait jamais parlé de moi, tu vois. Mmh. Oui, mais bon, t'es bien resté. Je suis resté, bien sûr. Donc, il y Je a suis un resté. moment, c'est que tu commentais bien, c'est que tu avais Ben, un je sais certain pas, talent. après, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, l'escroquerie, elle est là. L'escroquerie, elle est là. C'est que dans notre boulot, J'arriverai pas à te le faire dire, mais hein. non, mais je veux pas. Mais je veux pas. Je veux dire, attends, je veux dire, je veux pas. Non, mais sérieusement, c'est pas de la fausse modestie. C'est juste Non, que. mais il y en a plein des mecs. Moi, il y en a plein qui me donnent des émotions. Il y a des commentateurs, je vais te dire, en vélo, il y en a plein qui me donnent aucune émotion et il y en a, je les trouve incroyables. Et Mais en oui, mais athlé, c'est parce c'est que ça pareil, en natation, c'est pareil. ça correspond aux choses que tu veux entendre. Mais Non, parce que quand toi, t'exploses d'un mec, je sais plus qui c'était, tu as eu un Bob Tari ou des mecs, enfin, j'ai des souvenirs d'enfance de toi qui commentent du steeple ou des trucs. Qui connaît le steeple dans le monde de ouais, dehors, je tu sais, vois? je sais. Tu t'es extasié devant des choses que personne ne connaissait. Et quand tu t'extasies, et je suis bien placé pour en parler, quand je m'extasie devant un paysage en Afghanistan, les gens... Ah ouais, c'est vraiment beau en fait, Ouais, bien sûr, l'Afghanistan. Bah bien oui, il n'y a sûr. pas que des bombes partout, Bah, les tu es gars. transmetteur d'émotions, mais cette émotion, tu passeur, la ouais. transmets à partir d'une réalité. Mm, Et cette réalité, c'est pas toi qui la fabrique. mm, Donc toi, tu es en Afghanistan avec ton vélo, tu es témoin d'une scène, et cette scène, tu la retranscris avec ton cœur, mm, ok, mais c'est pas toi qui est à la base, à la source de tout mm. ça. Tu es juste un transmetteur. Et bon, bah alors, ok, moi je suis un transmetteur, ok, bon, si tu veux. Anctil, donc, Ouais. Tabarly, Tabarly, Anctil, ouais. Pérec, non? Marie-Jo, bien Ouais. sûr. Marie-Jo, Mais ouais, elle a bien sûr, changé aujourd'hui. Je pense qu'elle serait plus à même de parler complètement. ouais, de sa sensibilité, sa Complètement. Je douceur, crois que hypersensibilité. Marie-Jo s'est protégée pendant très, très longtemps. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est mère de famille, maintenant qu'elle est femme épanouie, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire, ouais, et elle les dit. Mm, Ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais oui, la trajectoire de Marie-Jo, elle est magnifique. Mais encore une fois,
les performances de Marie-Jo, elles ne se limitent pas à 3 médailles d'or. Mmh. Elles s'expliquent par un chemin de vie qui a été tortueux, qui a été difficile. Et moi, j'oublierai jamais, parce que là, on encense Marie-Jo et tout, c'est formidable. Mais cette fille, elle a été haïe par la France entière quand même. Mmh. Elle a pris dans la gueule. Mais Mmh. s'il y avait eu, en l'an 2000, à Sydney, les réseaux Mmh. la cruauté, la violence que les réseaux distillent aujourd'hui, peut-être qu'elle serait plus de ce monde. Mmh. Ouais. Ils sont fous, ces réseaux, non? T'arrives à... Ouais, toi, Non, tu j'ai du regardes mal. pas? Moi, Ouais. j'ai été atomisé par les Mmh. réseaux. J'ai été découpé en morceaux. Je sais ce que c'est que la violence. Mais il y a des gens qui sont victimes d'infiniment plus de violence. Mais je donne toujours cet exemple-là sur les réseaux parce que un jour, il y a un mec qui me dit, Anonymous 38, tu vois, les mecs qui sont en Mmh. plus très courageux. Mmh. Le mec, il dit, mais toi, t'es un bel enculé, toi. Alors, d'habitude, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais je réponds pas. Mais là, je sais pas pourquoi. Je réponds, je dis, mais pourquoi tu me traites comme ça? On se connaît, machin. Et le mec, il me dit, ah bah non, mais j'étais sûr que tu répondrais pas. Alors, autant pour moi, bonne journée. Voilà, c'est le résumé, si tu veux, de cette violence gratuite qui s'appuie sur rien. C'est-à-dire qu'avant, les mecs, ils écrivaient sur les portes des chiottes, tu vois. Ça gênait personne, parce que quand t'allais pisser, t'étais pas obligé de regarder ce qui était écrit, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est sur les réseaux, tu vois. Donc, oui, ça peut faire très mal, et ça peut pousser des gens au suicide, bien sûr. Les gens qui sont un peu mal dans leur peau à ce moment précis, si tu les découpes en morceaux, ouais, ça peut aller très loin. Ouais. Ah ouais, et puis le câblage émotionnel d'un athlète qui base toute sa vie sur la performance et qui est déjà hyper critique toute sa vie vis-à-vis de lui-même, qui se fasse défoncer derrière sur les réseaux, ouais, c'est horrible. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on les décroche un peu des réseaux, ils les gèrent moins Je sais pas, mais en tout cas, un individuellement. commentateur qui aime les athlètes, qui a épousé intimement leur trajectoire sur les championnats divers et variés, les Jeux Olympiques, le commentateur qui se fait déchirer par un athlète qui l'a porté au nu, je peux te dire que ça fait mal. Je peux te dire que ça fait mal. Et que cet athlète-là, que tu as porté au nu, Mmh. que tu as encensé, et qu'il le méritait, ne trouve même pas le moyen de t'appeler au téléphone alors qu'il a ton numéro, et ne trouve même pas le moyen de s'excuser de t'avoir découpé en morceaux, ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça te construit pour autre chose. Et ça te montre que peut-être que ton chemin, il est ailleurs. Et qu'il faut que tu bifurques. Et voilà. Et moi, j'ai bifurqué. Mais j'oublie pas. Je lui en veux pas. Hein. Attention, il n'y a aucune haine, il n'y a aucun ressentiment. Mais Mais ouais, ça existe, quoi. j'ai besoin qu'il sache qu'il m'a fait mal. J'ai Ouais. besoin qu'il sache que si j'avais pas ma famille, si j'avais pas été entouré à ce moment-là, ouais, je sais pas ce qui serait advenu de moi. Ouais. 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 J'ai vu ça dans l'autre sens d'un journaliste qui m'a dit on ne passera plus sur France Télé parce que on a appris que tu étais un tricheur. Ouais. Voilà, on m'a dit ça. Ouais, sympa. Donc ça m'a duré 10 jours. Après, je lui ai fait un long message. Hein, il est toujours à la télé, je le salue. Mais je lui ai fait un message de 6 ou 8 minutes parce que j'étais en pleurs, quoi. Mm. Je dis, mais comment tu peux commenter le sport, encenser Lance Armstrong, Pogacar, tous les mecs, et parler de moi? Tu m'as vu. Tu as vu dans quel état je me mets en course, je fais les trucs à fond. Ouais, Qu'est-ce que j'ai tu veux vu, que je mente quand je traverse l'Afghanistan, quand je traverse des immensités? Ça me servirait à quoi? Que ce soit physiologiquement ou... Tu vois, et je ne comprends pas la méchanceté profonde des gens et je ne sais pas le ressort, tu vois. Quel est le ressort des gens pour essayer de... Tu vois, parce qu'ils se piquent entre eux aussi, beaucoup de... Ça, tu le connais absolument par cœur, les consultants, les Bien sûr. commentateurs et tout ça. Et quand est-ce que tu viens sur un Gravelman Oui. faire parler les gens? Alors, oui. T'as peur? Tu penses que ça roule trop vite? Non, pas du tout. Je pense que je me dis, moi, ce que je recherche, ce sont les témoignages dans l'effort. Et c'est plus compliqué d'interviewer des gens lorsqu'ils sont à vélo et qui roulent à 30 à l'heure ou 35 à l'heure ou je sais pas. Ouais, roule moins vite.
peut-être moins vite. Non, mais tu as des composantes techniques comme le vent, par exemple, bon, Mmh, qui rendent plus difficile la prise de son. Mais mmh, oui, moi, j'adorerais. Ce que j'adorerais, c'est de vivre l'aventure de l'intérieur et de partager cette diversité. Tu me parlais de gens qui sont capables de dormir sur le bord de la route et d'autres qui vont dormir à l'hôtel, certains qui vont manger comme ça, et puis d'autres qui vont aller au resto. Chacun va vivre son aventure à sa manière, chacun va imprimer cette aventure à sa manière et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis aujourd'hui, le vélo, bah, pour moi, c'est le mode de locomotion privilégié parce qu'à pied, tu peux quand même il y a un moment où ton corps, il dit stop. mmh. Le vélo, tu peux aller beaucoup plus loin, donc tu peux lever la tête, tu peux rencontrer des gens et tu peux aussi essayer de les comprendre surtout. Donc ouais, je pense que le gravel, ça évite quand même trop d'être bourrin, quoi. Ça permet aussi de lever la tête et de s'intéresser aux autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, le sport en lui-même pour son nombril, non, pas trop. Mais le sport pour pouvoir partager des choses, oui, bien sûr. Moi, j'ai pas trop de nombril. C'est souvent des gens, au contraire, qui ont un syndrome de l'imposteur absolu parce que, j'ai toujours l'impression qu'ils débutent le vélo Ouais. parce que je leur fais peur. Ils ont peur que je leur fasse un truc trop difficile, un truc trop engagé et du coup, tu vas arriver en face de gens, mais c'est les mêmes que on trouve sur les trails. C'est exactement les mêmes personnes d'ailleurs, parce qu'ils font souvent les 2 et j'ai des gens, des histoires de vie de dingue, comme je te l'ai dit avant. Tu as des gens qui vont dans des étoilés le soir, qui sont en peignoir blanc, qui se prennent en photo, ils le postent sur le groupe WhatsApp. Et tu as le jeune ou plus ou moins jeune, est-ce que j'ai entre 18, même moins que 18, je devrais pas le dire, jusqu'à, j'ai eu 83 ans. Tu vois, j'ai eu une Mmh. famille l'autre fois, un de mes anciens photographes qui vient avec son père, plus de 80 ans, et la petite qui vient 12 ans, lui il a 40 ans et 80 piges. Et ils font la même trace. Et la petite, c'est elle qui encourageait tout le monde. Bien sûr. Non, mais vous allez pas assez vite, je vais pas manger des sandwichs toute la journée. Et je trouvais ça Bah, oui, incroyable. parce qu'il y a une transmission. Il y a une Ouais. transmission de génération en génération Dans l'effort, du goût de l'effort, ouais. 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 Et puis dans une espèce de douceur, tu vois, parce que bah, elle est dans son apprentissage, elle est un peu autonome parce que elle a son petit truc de réparation. Je sais pas si elle sait l'utiliser, mais c'est ça que j'aime. Faut que tu viennes parce que tu verras, tu auras une autre vision du vélo. Parce que pour moi, c'est juste un moyen ou un prétexte pour se dépasser. Tu vois, le trail ou les gens que tu vois sur le bord des routes, je pense que c'est un moyen. Après, bon, évidemment, quand tu fais le marathon de Paris, tu as 50 000 personnes. Je sais pas si c'est exactement pareil, Non, tu me c'est pas diras. pareil, non. Mais, mais sur les trails, ouais, tu as des gens qui vivent tellement d'émotions différentes sur un laps de temps donné. Moi, je t'ai vu dans le désert. Des fois, tu arrivais avec le 4x4, tu me faisais une interview, j'étais plein gaz, j'essayais de parler et tout ça. Mais c'est sûr, bon, entre El Morabiti qui roule, qui court à 18 km/h et moi, il y a un gap. Mais derrière, eux, ils étaient plus tranquilles, ils vivaient leur aventure. Eux, tu les chopais. Ouais, ouais, mais ouais, ouais, c'est top. Moi, j'adore. J'adore ces moments Puis des histoires de vie. de complicité, ouais, ouais, Des ouais. histoires de vie. Je me rappelle le soir, tu passais du temps avec nous sur le trail de la vallée du Drap, là. Et le fait d'être dans le désert, ça permet ça aussi. Oui, Une mmh, espèce de proximité. absolument. Le désert, te nettoie aussi et te permet de partager des choses que tu aurais pas partagées dans d'autres lieux. Il y a combien de personnes se sont justement, abandonnées dans le désert parce qu'il y a quelque chose de spécial. Mmh. Ouais, je sais pas si c'est le vide, en fait. Moi, j'ai L'étendue, cette passion de l'impossible. et le minuscule. Ouais. Je pense que tu es dans le désert, tu es tellement petit que tu dois être humble obligatoirement. T'as pas trop le choix, ouais. Non Puis c'est et loin, quoi. Le ravito, il est loin, et ouais, et puis bon, ouais et puis voilà, je veux dire, puis si la flotte commence à manquer, oui, c'est Puis moins tu vas vite, plus le ravitaillement est et loin. loin, ouais, Et ouais. tous ces calculs-là, c'est assez drôle. Moi, j'ai vécu un super moment avec toi l'an passé. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te ferait, c'est quoi ton rêve ultime de demain? Tu as envie de quoi? J'ai envie de j'ai envie de découvrir encore le monde. J'ai envie d'aller dans des endroits où je suis pas allé. J'ai envie de retrouver ces sensations que j'avais quand j'étais en Afrique, quand j'enseignais en Afrique, heu,
où le don de soi était quelque chose de normal, où les gens se parlaient dans la rue sans jamais se connaître, où tout était possible, où toutes ces barrières-là sautaient. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie de rentrer dans le métro, de dire bonjour et que des gens me répondent. Hmm. C'est des bêtises comme ça. Tu vois, Hmm. ouais, j'ai envie de mourir au micro, bien sûr. J'ai envie de mourir au micro. Ça serait l'apothéose pour moi, de pouvoir partir en gueulant. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, et peut-être que j'aimerais bien aussi que quelqu'un me tienne la main. Je sais que j'ai un peu sacrifié mes enfants, j'ai un peu sacrifié ma famille pour la passion du commentaire et la passion des autres. Donc, forcément, il y a un moment où je vais payer l'addition. Bah, j'aimerais que cette addition, soit pas trop lourde, quoi, ouais. Ouais, je te le souhaite, mais tu as encore 1000 choses à vivre. Oui, mais tu sais jamais, je veux dire, tu sais jamais comment ça va se passer, Hmm. et en tout cas, il y a un truc qui est certain, et ça, je te le dis à toi, et si ça doit s'arrêter demain, on pourra dire que j'ai eu une vie rêvée, quoi, hein. Je veux dire, je regrette rien. Je regrette rien. J'ai je je n'osais pas, espérer vivre ce que j'ai vécu, que ce soit avec le haut niveau, ou que ce soit avec, les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Franchement, c'était à refaire, je ferais pareil. J'ai perdu mon meilleur ami pour ça, hein, donc ça, j'ai payé le prix lourd. J'ai payé le prix lourd, pour pouvoir vivre cette vie de passion, et cette vie de passion, c'est sa mort à lui qui me l'a permis. Donc, ça, je l'oublie pas. Je pense que ça sera peut-être, si je devais tenir une seule chose de l'existence, c'est de ne pas oublier d'où on vient et à qui on doit les choses. Jamais oublier ça. Et ça incline quand même à l'humilité. Alors quand je te dis je suis un escroc, je le pense sincèrement. Parce que si j'avais pas traversé ces choses-là, je serais resté le petit prof d'économie, dans un lycée de banlieue, qui faisait le kéké quand il avait 30 ans, et qui serait très malheureux, à l'horizon des 60, parce qu'aujourd'hui l'enseignement c'est compliqué. Mais voilà, il faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier que tu es la résultante non pas de ton génie ou de ton talent, mais que tu es la résultante d'un faisceau de choses qui quelquefois, et souvent d'ailleurs, t'échappent. Je sais pas ce que je dois rajouter, juste, t'es fier de toi? Non, je suis pas fier de moi, je suis heureux d'avoir vécu. Je suis pas fier. Je suis pas fier Hmm. parce que j'ai fait des grosses conneries, parce que j'ai pas de mérite réel. Je suis pas fier de moi. Je suis juste privilégié, et c'est cette notion de privilège qui me fait aimer ceux qui ne sont pas privilégiés. Hmm. Et moi, franchement, quand je pense à la petite, immaculée Jepkoskai, que je ne connais pas et à qui je n'ai pas parlé, heu j'ai énormément d'admiration pour cette, jeune femme. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Je connais d'autres vies que la sienne, qui étaient des vies difficiles, et je me dis que sa victoire, elle lui appartient, et qu'elle l'a grandie, et que son humilité, passé la ligne d'arrivée, force au respect. Donc voilà, moi, c'est ça que je dis. Mais la fierté, c'est elle qui l'a, c'est pas moi. On terminera là-dessus. Merci, 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 monsieur Patrick Montel.